Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je dois vous sortir depuis 1 an, mais ce n'est qu'un détail. Aujourd'hui pour ce vlog culturel, on va partir en Normandie, puisque du coup l'année dernière, même l'automne dernier, j'étais partie quelques jours ou une semaine, je ne sais même plus, à Cabourg, et j'en avais profité pour faire des villes aux alentours sur la côte fleurie, puisque de 1, forcément j'adore la Normandie, mais de 2, la Normandie, plus particulièrement la côte fleurie, c'est une côte qui va pas mal bouger pendant ma période de spécialité qui est la Belle Époque, et il y a pas mal de restes de cette époque dans les différentes villes, et du coup je voulais vous présenter un petit peu tout ce patrimoine Belle Époque. Pour vous situer, on est au 19e siècle, même plutôt vers la fin du 19e, début 20e. Et si vous voulez en savoir plus, en ce moment j'analyse les œuvres d'art dans Dilili à Paris de Michel Oslo, qui est un film justement qui raconte la Belle Époque à Paris. Mais là on va faire une petite pause et puis on va suivre justement ces riches parisiens qui, quand ils ont envie de faire un petit week-end ou des vacances, eh bien ils partent sur cette fameuse côte fleurie. Donc on va commencer d'abord avec la ville où j'ai principalement séjourné, qui est Cabourg. Cabourg, vous devez sûrement la connaître parce que un certain écrivain qui s'appelle Marcel Proust a beaucoup décrit cette ville, et puis en fait il y passait aussi beaucoup de temps. Et ce Marcel Proust, il est partout dans cette ville, que ce soit au niveau des noms des rues, du nom de la balade, ou encore carrément en devenant la mascotte de la ville. Même si on connaît plutôt Cabourg du 19e siècle, la ville elle est déjà présente au Moyen-Âge. À l'époque, c'est un petit hameau peuplé par une centaine de pêcheurs. Bien évidemment, on va avoir des conflits qui vont influencer la ville, qui va être sous domination anglaise lors de la guerre de 100 ans par exemple. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est l'essor de cette ville au 19e siècle. Durant ce siècle va naître les bains de mer, et vous allez voir que sur les différentes villes qu'on va aborder, c'est vraiment un truc très récurrent. Et ces bains de mer, pourquoi ils sont populaires ? Parce qu'ils sont reconnus pour leurs vertus thérapeutiques, et ils vont de plus en plus se développer. Sauf que pour accueillir tout ce beau monde qui veut absolument faire son petit bain de mer, il faut construire des stations balnéaires. De par l'avancée des technologies telles que le train, il devient alors plus facile de se rendre en bord de mer et de profiter de cette retraite. Comme il y a plus de demandes, il y a forcément des investisseurs qui vont s'intéresser à cette question, et c'est le cas d'un certain Henri Durand-Morimbaud, qui est un avocat parisien qui va investir dans les dunes de Cabourg. Il va aussi demander à un architecte qui s'appelle Paul Leroux de dessiner le plan de la ville, qui est un peu particulier si vous y êtes déjà allé. En fait, on a une espèce de place principale de laquelle partent différentes rues et qui forment une forme d'éventail. Tout ceci se passe en 1854. La ville, elle va continuer de se développer avec l'ajout d'un marché couvert, d'un terrain de tennis, ou encore l'apparition du Grand Hôtel en 1907, et qui sera l'endroit où loge Proust lors de ses séjours. De par ses villégiateurs issus de la riche bourgeoisie, Cabourg va avoir une architecture éclectique. Alors, où chaque propriétaire va essayer d'être meilleur que son voisin. Une architecture éclectique, c'est une architecture qui va mélanger divers styles qui sont pas forcément contemporains les uns des autres. Donc par exemple, on va mélanger un style plutôt 19e avec un style de la Renaissance, etc. Et c'est de ces villas qu'on va parler maintenant. Via l'Office du tourisme, vous pouvez suivre un circuit pour observer les villas les plus impressionnantes de la ville, et je peux vous dire que ça donne envie d'avoir sa petite villa, même si on n'a pas la thune pour, ça donne très très envie. Je vais vous faire la présentation de quelques villas, vous me direz laquelle est votre préférée. Évidemment, je vais pas toutes vous les citer, sinon on n'est pas sorti de l'auberge ou de la villa au choix. Par la villa La Cabourg, qui est un ancien hôtel de voyageurs. Sa toiture est rythmée par des lucarnes et on peut y voir un jeu de sculptures de visages tout autour des baies, l'idéal pour les voyageurs en recherche de logement ou pour tout hôtelier voulant se lancer. On continue avec la villa Marie-Antoinette, qui est une de mes préférées. Elle est construite en 1893 et elle va combiner un style néo-normand avec un style médiéval. Vous pouvez le voir au niveau des sculptures et des grotesques. Elle est parfaite pour un propriétaire amateur de chasse à la fauconnerie, puisque sa passion sera directement représentée par les sculptures sur les colombages. Ensuite, nous avons la villa Bonaric,
qui est une villa néo-normande édifiée vers 1910. Elle est très ouverte sur l'extérieur et la mer, grâce à ses oriels et ses balcons en encorbellement. La toiture est à ferme débordante, les murs présentent une alternance de pierre et de silex à large bandeau. Franchement, mignonne aussi. Nous continuons avec la villa Jérôme et Mamika. Plutôt en centre-ville, elle est construite dans les années 1905 pour le maire Charles Bertrand. Son style est très riche avec de belles décorations en céramique. Cette fois, elle est pour les passionnés du style Renaissance italienne, esthétique adorée par le maire. Ensuite, nous avons la villa L'Argentine qui anciennement s'appelait la villa Maxime. C'est impossible de la rater si vous allez à Cabourg. Elle est construite par l'architecte Mauclerc pour Maxime, donc le fils du maire de la ville. Nous avons ensuite la villa des Marmousets. Encore une fois, c'est un projet de Mauclerc. C'est une ancienne agence de location de villas. Donc si vous avez envie de devenir un peu agent immobilier, elle est faite pour vous. On continue avec la villa Vistosa. Elle est considérée comme un exemple de l'architecture néo-normande avec un damier de briques et de pierre, mais aussi l'étage à pans de bois, puis le jeu de toiture en tuiles et épis de fêtage. Pour finir, nous avons la villa Bon-Abri, aka la villa du temps retrouvé. Et cette fois, on va voir que c'est pas une habitation. Je vous avoue que d'un point de vue administratif, je ne sais pas comment qualifier ce lieu. C'est pas un musée puisqu'elle n'a pas de collection propre et elle est présentée comme une ambition municipale souhaitant élargir son offre culturelle. Donc de ce que j'ai pu voir, c'est une sorte d'antenne de plusieurs musées et collections particulières et centrée autour du thème de la Belle Époque. Aussi un petit peu de Proust, mais c'est pas lui le sujet du lieu. Et je pense que dans ce cas-là, on peut peut-être parler d'un centre d'art, mais voilà, je vous avoue, ça reste encore un peu un mystère, son statut administratif. Et pour ce qui va être des expositions aussi présentées, c'est plutôt lié du coup à cette période qu'est la Belle Époque. Évidemment, ce genre de proposition, ça va être parfait pour moi, puisque je le rappelle, c'est ma période de spécialité, donc trop contente de voir un musée de la Belle Époque. J'étais vraiment trop enjouée. C'est un projet en plus qui est récent, donc la scénographie, elle est neuve et la villa est très très bien rénovée. On va commencer par l'extérieur. Alors la villa, elle a un jardin avant et un jardin arrière, et à l'entrée, vous êtes accueillis par une statue de Proust qui vous invite à rentrer dans la villa. Avant d'être un centre d'art, on va dire, c'est une villa familiale construite et habitée par l'architecte Clément Parent dans les années 1860. C'est une famille qui est proche de Proust. Évidemment, au fil des années, la villa va s'agrandir et elle va devenir une propriété municipale à partir de 1960. Et le projet de la villa est annoncé en 2016 et l'ouverture se fait en 2021. Donc quand je vous dis que c'est récent, c'est vraiment récent. Et eh bien, on n'a plus qu'à aller visiter et à rentrer dans cet écrin de la Belle Époque et de la Normandie de Proust. La première salle, elle permet de vous préparer à ce saut dans le temps puisque vous avez des vidéos d'époque qui vous montrent Cabourg et la Côte Fleurie dans les années 1900. Vous passez ensuite dans une petite salle transitoire qui est un jardin d'hiver avec une imitation d'un plafond en vitrail avant d'arriver au salon de musique de la maison. Déjà, on voit que la scénographie est super bien maîtrisée. Point bonus pour ces photos animées à la Harry Potter. Et petit malus pour un MNR. Donc les MNR, ce sont des œuvres qui ont été volées pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple à des particuliers. Et ce sont des œuvres qui n'ont toujours pas retrouvé leur propriétaire à l'heure actuelle. Et le rôle des musées dans ce cas-là, c'est de présenter les MNR dans leur collection permanente pour que si quelqu'un reconnaît l'œuvre de Tata Gertrude, puisse dire à Tata Gertrude « Au fait, je crois que j'ai retrouvé ton tableau », prévenir le musée et redonner le tableau à Tata Gertrude. Globalement, c'est ça. Et du coup, dans cette salle, il y a un MNR et les musées, centres culturels ou que sais-je, sont dans l'obligation en fait d'indiquer le statut, mais de façon lisible. Et là, c'était pas très lisible, donc voilà, petit point malus pour ça.
Dans quasi toutes les salles, vous retrouvez du mobilier d'époque et une vraie ambiance 1900, ce qui est toujours plus immersif pour comprendre une époque. Concernant les œuvres, il y a des grands noms comme Monet, Blanche, Boldini, Helleu, Toulouse-Lautrec, Man Ray, et j'ai repéré quelques artistes femmes, mais elles sont très minoritaires. Les cartels ont presque systématiquement des infos, soit sur le sujet, soit l'histoire de l'œuvre, soit sur la plastique, soit sur l'artiste. Déjà, la partie collection permanente, si on peut l'appeler comme ça, est très bien faite et je voulais en voir encore plus. Pour ce qui était de la partie expo, au moment où j'y étais, c'était sur Max Linder, qui est un acteur et réalisateur français de la Belle Époque, qualifié de la première star du cinéma. Il fait des films comiques qui changent de ceux de l'époque, puisqu'il introduit une narration dans ses films et pas seulement un enchaînement de gags. Il invente le personnage de Max, qui sera le héros de ses films. Et par ailleurs, ça va inspirer un certain Chaplin à créer son personnage de Charlot, et Linder va avoir une reconnaissance à l'international et va devenir une grosse figure du cinéma. Il tourne quand même plus de 200 films, mais la guerre va arriver et il va en sortir totalement traumatisé, il va perdre sa créativité et tomber en dépression. Et petit trigger warning d'une fin qui ne se finit pas très bien. À l'âge de 41 ans, il se donne la mort avec sa femme dans leur chambre d'hôtel. Par ces films, on peut y voir la culture populaire de la Belle Époque qui va s'éteindre avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Il traite déjà de sujets liés à la révolution industrielle et des changements de la société, chose que fait Chaplin par la suite, et les deux se connaissaient. Et fun fact mignon, sur son bureau, Linder avait une photo de Chaplin avec la dédicace à Max Linder, son élève et son disciple Charles S. Chaplin, une bromance très chou. L'expo elle est assez complète et nous permet de découvrir la carrière de Linder, et perso j'ai adoré les photos des ateliers et des labos de cinéma d'époque, surtout qu'on voit que ce n'est pas que le fruit du travail des hommes mais aussi de celui des femmes. Pour finir la visite, vous avez un petit point architecture, économie et sociale au rez-de-chaussée qui est bien pour contextualiser la région. Bon, c'est pas trop compliqué de comprendre que j'ai adoré ma visite, que je vous recommande forcément d'y aller, et je vais m'arrêter sur la Villa du Temps Retrouvé parce que sinon je peux en parler pendant des heures, voilà. Mais on va finir la petite visite à Cabourg avec son église. Parce qu'on va voir que l'essor de Cabourg à la Belle Époque va avoir un impact. L'église Saint-Michel de Cabourg est commandée en 1849 par le conseil municipal, architecte Martial Pelfren, je suppose. À l'époque, c'était pour pallier au mauvais état d'une ancienne chapelle du XIIe siècle. Et en plus de ça, à l'époque, il faut aller à Dives-sur-Mer si on veut assister aux offices. Donc il devient nécessaire que la ville ait sa propre église. La première pierre est posée en 1850 et elle se finira en 1852. Mais on a un problème qui arrive très vite. Je vous ai déjà dit que dans les années 1850, la ville de Cabourg commence fortement à développer son tourisme balnéaire. Par conséquent, la population augmente très rapidement. Donc dès 1858, l'église elle est trop petite, et en plus de ça, il y a des problèmes de type l'horloge qui ne fonctionne pas, des fuites, accessoirement le clocher qui s'effondre car il ne peut pas supporter le poids des cloches. Bref, c'est un peu la catastrophe. Du coup, il est décidé d'ajouter des chapelles pour accueillir plus de fidèles, mais aussi tout simplement résoudre les différents problèmes que je vous ai énumérés. Mais là encore, problème. Le temps que tout se construise, la population continue d'augmenter. Vraiment, c'est sans fin, donc on continue de demander des agrandissements, comme vous pouvez le voir avec les différents plans. L'église de la Belle Époque ressemble alors à ça, et aujourd'hui elle ressemble plutôt à ça. Puisque je vous passe les détails, mais il y a encore eu pas mal de travaux sur les siècles qui ont suivi. Donc voilà pour la partie un peu Cabourg, Belle Époque et de ce que j'ai pu visiter. On va passer à la prochaine ville du programme. Là, j'y suis plutôt allée pour me balader. C'est une ville qui est vraiment pas loin, qui s'appelle... Je ne sais jamais comment ça se prononce, donc excusez-moi les Normands si je bafoue le nom de votre ville. C'est Villers-sur-Mer, je sais pas.
Voilà, mais comme d'habitude, on va faire le petit historique de la ville. Cette ville a des falaises qui s'appellent les falaises des Vaches Noires et on a pu y retrouver pas mal de fossiles de dinosaures, de reptiles et de mollusques du Jurassique. Pour ce qui est de l'Antiquité, on a retrouvé des traces de voies romaines et autres artefacts qui indiquent l'existence d'une agglomération romaine. Pour le Moyen-Âge, la ville, elle était un des plus gros bourgs de la région. On gagne un petit peu en galon. Pour ce qui va être du XVIIIe siècle, il y a pas mal de développement, surtout avec de nombreuses fermes qui se construisent et l'apparition d'un château dans les hauteurs de la ville. Sympa. Puis, pour ce qui va nous intéresser, entre 1852 et 1900, la ville continue de grandir puisque, comme pour Cabourg, on retrouve la mode des bains et l'arrivée du train. Une nouvelle fois, la ville va s'élargir, des dizaines de villas plus extravagantes les unes que les autres fleurissent. Et petit fun fact, c'est la première ville française à être traversée par le méridien de Greenwich. Vous pouvez faire une jolie balade en bord de mer et respirer l'air frais et non pollué, merci. Et vous avez tout un parcours au moment où j'y suis allée, c'était autour du cinéma, la Normandie au cinéma, etc. Donc franchement, sympathique. On va passer à la prochaine ville où j'ai passé un petit peu plus de temps, qui est la ville de Trouville-sur-Mer. Son histoire, elle va remonter au Moyen-Âge. Comme beaucoup de villes de la côte, c'est un petit port de pêche qui va devenir très populaire au 19e, où elle devient une destination touristique avec la mode des bains de mer et accessoirement, elle est très fréquentée par des peintres comme Charles Mozin, Corot, Boudin, Monet. C'est la plus ancienne station balnéaire de la région. Le développement touristique est tellement important que Trouville absorbe une ville voisine devenue le quartier, pareil, je suis désolée pour la prononciation, Ennequeville ou Enqueville, je suis désolée les Normands. Et Trouville-sur-Mer est alors surnommée la reine des plages. Dans les guides touristiques de l'époque, elle est considérée comme une villégiature de grande bourse et elle va pas hésiter à utiliser la promotion avec les affiches pour promouvoir sa plage et sa ville. Évidemment, comme à Cabourg, on a une compétition à la plus belle villa et l'idéal, c'est quand même de la voir avec vue sur mer. Cependant, au début du XXe siècle, elle est très vite concurrencée par Deauville, qui se développe. Ce développement, il est dû aux investissements d'un certain duc de Morny, dont on a déjà parlé dans la vidéo d'Ilili à Paris, Sarah Bernard, que je vous recommande encore une fois d'aller voir. Et Deauville va alors être considérée comme la ville des plaisirs et peu à peu, Trouville va perdre de ses habitants au profit de Deauville. Et à Trouville-sur-Mer, je voulais absolument visiter le musée municipal qui se trouve dans la Villa Montebello parce que c'est un musée dans une villa, donc stylé. La villa est construite en 1865 par Jean-Louis Selinski de Zaramba pour la marquise de Montebello, d'où le nom du bâtiment. Ce qu'elle veut, c'est un style château 17e. L'architecte lui livre alors cette grande villa magnifique qui surplombe la ville dans une architecture balnéaire typique du Second Empire. À la mort de la marquise en 1877, le bâtiment il va être totalement délaissé et c'est seulement à la Belle Époque que son activité reprend, puisque la belle-fille de la marquise, qui est la comtesse, le roi de ville, mais en tout cas, cette comtesse s'installe. Et il faut attendre 1972 pour que la villa devienne un musée et que ce soit une propriété municipale. Donc le musée il va se concentrer sur cette fameuse mode et cette naissance des bains de mer et le développement de la villégiature sur la côte fleurie. C'est un musée qui a un énorme potentiel qui, je trouve, n'était pas assez exploité quand je l'ai visité. Collection permanente, bien que petite, présente des objets super intéressants pour son sujet d'étude, mais il y a peu d'explications et les œuvres ne sont pas forcément mises en valeur. Ça vaut peut-être plus le coup quand il y a des expositions, parce que quand j'y suis allée, eh bien, ils étaient en pleine installation d'expo, donc je ne pouvais pas visiter les salles des étages supérieurs. Donc je ne sais même pas à quoi ressemblent les derniers étages de la villa, donc un petit peu frustrée de cette visite. Du coup, on en a profité aussi pour faire une petite exposition à l'Office du tourisme qui était sur les affiches, toujours en lien avec l'histoire balnéaire de la ville. Alors j'étais très contente de voir quelques affiches de ma période et des ouvertures un petit peu plus contemporaines, mais dans mes souvenirs, il y avait peu d'explications et j'avais été un peu frustrée niveau histoire et apprentissage, mais j'étais contente quand même d'avoir pu découvrir de nouvelles œuvres, etc. que je n'avais jamais vues. Mais nous allons continuer sur une prochaine ville
que j'ai vraiment beaucoup aimé, je n'y étais jamais allée avant, c'est la ville d'Honfleur. Donc pour l'histoire, c'est compliqué de remonter avant le Xe siècle. C'était encore une fois un hameau de pêcheurs qui va alterner entre domination anglaise et française. C'est une ville qui est très liée à son fleuve et à sa mer, puisque oui, il y a les deux à Honfleur. Le vieux bassin est le cœur du port de pêche de la ville. À partir du XVIe siècle, la ville est témoin du départ des navigateurs pour les grandes explorations vers les Amériques. C'est là que part un certain Samuel de Champlain, futur fondateur de la ville de Québec. Au XVIIe siècle, Colbert transforme la ville en agrandissant le port et en détruisant les remparts. Des maisons sont alors construites tout autour au XVIIIe siècle. Ce qui est particulier, c'est qu'elles sont très hautes et en fait, un bâtiment ne contient pas une seule maison, mais deux. Donc cette disposition a permis de faire plus de profit pour un seul terrain vendu. En même temps que Colbert, le port devient l'un des ports français participant à la traite des esclaves et elle va baser son économie sur ce commerce. Ce qui explique pourquoi Colbert fait ses agrandissements au niveau du port. Lorsque l'abolition de l'esclavage est enfin adoptée, l'économie de la ville va totalement s'effondrer. Au XIXe siècle, la ville rentre dans une période de stagnation, mais elle est l'un des lieux visités par les artistes, dont les impressionnistes. Contrairement aux autres villes, on n'est pas dans une ambiance station balnéaire. Pour ce qui est d'aujourd'hui, elle est très utile pour se rendre compte du patrimoine de la région, puisque la ville a été épargnée des bombardements pendant les 2 guerres mondiales et son petit port est très populaire auprès des touristes. Monument qui est aussi populaire dans cette ville, c'est son église, qui est l'église Sainte-Catherine. Quand on se balade dans la ville, c'est impossible de la rater. C'est une magnifique église en bois à carreaux, la plus grande église en bois en France, qui est accessoirement assez rare puisque le bois, ça brûle. Donc pour traverser l'histoire, c'est un petit peu compliqué. Et puis, accessoirement aussi, certains insectes mangent le bois, donc voilà, pas idéal pour la conservation. Elle est construite dans la seconde moitié du XVe siècle pour remplacer une église en pierre détruite pendant la guerre de 100 ans. Sauf que cette fois, on ne reconstruit pas en pierre puisqu'on est dans un quartier de marins avec une population plutôt pauvre. Du coup, on opte pour un matériau pas trop cher et puis qu'on peut trouver dans la région. Et du coup, on prend du bois des forêts environnantes. En plus, comme ce sont des charpentiers navals qui s'occupent de la construction, ils maîtrisent évidemment très bien le bois. En 1460, c'est alors la construction de la première nef, mais très vite, l'essor démographique de la ville va amener à la construction d'une deuxième nef en 1496. Petite particularité, le clocher est installé à côté de l'église. En effet, les constructeurs avaient peur que la structure de bois de l'église ne soit pas assez robuste pour soutenir le poids des cloches, mais aussi les vibrations qu'elles produisent lorsqu'elles sonnent, contrairement à ceux qui ont construit l'église à Cabourg. L'église et son clocher vont mener leur petite vie jusqu'au début du 19e siècle où des restaurations sont envisagées. À l'intérieur, on pose un habillage en plâtre et on remplace le porche par un porche style néoclassique à colonne grecque, ce qui est assez tendance à l'époque. En 1879, on décide de retirer l'habillage de plâtre et enfin, en 1929, on remplace le porche par celui qu'on peut voir aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est l'église des marins et le lieu de toutes les cérémonies et bénédictions liées à la mer. Autre chose que j'ai pu visiter à Honfleur et qui a un petit peu réparé ma frustration de ma visite à Trouville-sur-Mer, c'est le musée Eugène Bourdin. Je ne pouvais pas passer à côté d'un musée sans le visiter, bien évidemment. Il est fondé en 1868 par Alexandre Dubourg, qui est un artiste et un honfleurais. À l'origine, le musée était dans l'hôtel de ville, mais il va être déplacé en 1924 dans la chapelle du couvent des Augustins. Une partie du musée s'y trouve encore. En 1960, le musée municipal est renommé le musée Eugène Bourdin pour rendre hommage à l'un des donateurs du musée et qui a aussi été un grand soutien pour les débuts du musée. Accessoirement, c'est un artiste assez connu et un ami proche du fondateur. Le musée, il va continuer de grandir car la chapelle est un petit peu petite pour présenter la collection. C'est en 1974 qu'un bâtiment plus moderne sur 3 étages apparaît. En 1988, on réaménage un bâtiment ancien adossé au cœur de la chapelle, ce qui permet de présenter la collection qui ne fait que grandir. Niveau collection, on va avoir pas mal d'impressionnistes,
ce qui se retrouve souvent dans les musées normands. On a une salle réservée aux arts graphiques en libre consultation que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un médium qu'on voit pas forcément ou qu'on peut pas forcément manipuler de par sa fragilité, etc. Mais franchement, là j'étais très contente. Et puis en plus de ça, on a une petite baie sympa avec une très belle vue. Franchement, ça fait toujours plaisir dans un musée pour... finalement, le paysage devient lui aussi œuvre d'art. Bref, niveau exposition, quand j'y étais, c'était une exposition sur le passé esclavagiste de la ville. Cette expo faisait partie de tout un programme sur le sujet où participaient différents musées normands. Pour Honfleur, le musée a choisi d'aborder le sujet d'un point de vue maritime, comme c'est historiquement une ville de marins. En gros, c'est traiter les différentes étapes de la navigation et du voyage. Elle a abordé l'armateur, l'équipage, la construction, que ce soit aménagement et armement du navire, les préparatifs du voyage, le voyage en tant que tel, le processus de traite et une ouverture sur l'histoire noire dans la ville d'Honfleur. C'était une exposition dans une salle dédiée, mais qui, dans sa narration, était assez efficace et bien expliquée avec la présence de divers objets de l'époque. C'est une expo que j'ai tendance à qualifier comme parfaite pour une sortie scolaire, dans le sens où il y a pas mal d'objets pour faire un cours sur cette période, mais en même temps, on a peut-être besoin d'un peu plus d'explications, d'un médiateur ou d'un professeur qui a travaillé sur la thématique. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et même si c'est un peu en dehors de la belle époque, voilà, fallait que je vous l'apporte. C'est quand même un sujet important et c'était une belle visite que de faire ce musée. Et en soi, c'est un petit peu tout sur les visites que j'avais pu faire sur la Côte Fleurie l'année dernière. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir d'autres choses et puis un petit peu la mode des bains thermales durant la belle époque, même si évidemment j'étais obligée quand même d'aborder des périodes antérieures pour expliquer l'histoire des villes, etc. Nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!